Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. La première Marseillaise est en train d'aller chercher l'or et le record du monde. C'est la meilleure performance de tous les temps. Léon Marchand, impérial au pays du soleil levant. Léon Marchand explose le record du monde. Oh, bien joué. Allez, le doublé. C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham. La barre des 50 points, c'est un triomphe. Vive les Bleus, vive la France. Le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus. Bonsoir à toutes auditeurs, auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous avez passé une agréable heure en compagnie de Yann juste avant sur Chrysanthème. Il est temps de parler sport avec une nouvelle émission du Campus Sport Club. Jusque minuit, vous allez pouvoir écouter tranquillement toutes nos chroniques du soir, et Dieu sait qu'il y en a, puisqu'on est assez nombreux. C'est une des rares fois cette saison, on est aussi nombreux en studio. Avec moi ce soir, il fallait encore que j'allume ton micro, même si tu changeais de micro, Gaëtan. Comment tu vas ? Bah super bien, et toi ? Ça va pas trop mal. J'attends de voir si tu vas être à la hauteur ce soir. Je serai à la hauteur. Comme tous les soirs, on sera tous à la hauteur. Il faudrait que j'investisse dans des petites raquettes avec des notes comme dans Danse avec les stars pour vous noter chacune en off. Eva est avec moi aussi ce soir. Et comment tu vas, Eva ? Ça va super. Eva qui vient avec le portrait qui était prévu 2 semaines. Exactement, oui, il y a 2 semaines. Mais il a changé un petit peu parce que j'actualise mes actus. C'est tant mieux, c'est que le sport bouge et qu'il faut bien suivre tout cela. Et puis les deux titulaires indiscutables de 2024, les deux plus assidus, les mentions très bien, je vais arrêter de les congratuler parce qu'ils commencent à avoir le boulard. Maxime et Mathis, comment vous allez ? Bon, ça va, tranquille, on est encore là, toujours pour une nouvelle émission. Pareil, en forme et prêt pour cette petite heure à débattre autour du sport. Super, ouais, tu vois, il te charrie un peu, Gaëtan. Non, mais je pensais pas que Mathis avait cette étiquette d'assidu. Ah, eh ben, voilà. C'est il vient une fois toutes les 2 semaines quand même. Il n'a pas suivi. Et c'est qu'il est beaucoup, enfin, par rapport à toi, il est assidu. Ah non, mais ça c'est clair. On n'est pas dans la comparaison. Mais non, il n'y a pas de problème. Allez, on va pouvoir démarrer ce soir cette 25e de la saison 3 avec, bien évidemment, les résultats. Les scores, les performances, les héros et héroïnes du week-end, tous réunis dans les résultats du CSC. Et on va démarrer avec du football, puisque c'était surtout l'affiche à suivre du soir. Alors pas tant au niveau des équipes sur le terrain, mais plus au niveau de l'enjeu, puisque se disputait tout à l'heure la première des demi-finales de la Coupe de France masculine de football entre l'Olympique Lyonnais et Valenciennes, nos nordistes qui n'ont pas fait le poids et ont atteint leur plafond de verre en s'inclinant 3-0 au Parc OL. 3 buts par contre signés en seconde période avec un doublé d'Alexandre Lacazette et de Orban à la 75e pour parachever la victoire lyonnaise. À savoir quand même que les Valenciennois qui pensaient avoir ouvert le score à la 40e ont vu leur but refusé par la VAR. Mais au bout du compte, l'OL qui est la formation de Ligue 1 contre la formation de Ligue 2, qui était quand même, malgré une saison très mitigée et favori sur le papier, a assuré. Là-dessus, qui avait mis toutes ses économies sur la victoire de l'Olympique Lyonnais, ou est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient un peu plus mesurés avant quand même cette rencontre ? Non, honnêtement, moi je pensais vraiment que Lyon allait prendre la mesure sur Valenciennes. Franchement, c'est triste à dire, mais ils sont en train de faire une saison catastrophique en Ligue 2. Ils sont derniers, ils ont plus de 15 points de retard sur le premier non relégable, donc c'est quasiment acté la descente en nationale. Alors d'un côté, ça pouvait être un petit peu l'épopée enchantée pour espérer accrocher cette finale, mais il y a quand même une classe d'écart avec Lyon, même si ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Bon, Lyon, dans la première période, dominait sans pour autant prendre les devants au score. Il y a eu ce but, tu l'as dit, refusé. Ça aurait pu faire basculer la rencontre pour le coup. Il a manqué ce
brin de folie pour tourner en la faveur de Valenciennes et puis derrière Lyon a déroulé pour tranquillement assurer sa qualification. Ce but qui était même la seule frappe cadrée qui ne l'a pas été finalement pour Valenciennes, qui a tiré 3 fois au but et pas cadré une seule frappe. Alexandre Lacazette aussi, peut-être là en vrai leader à nouveau de l'Olympique Lyonnais. De toute façon, c'est surtout lui qu'on attend à chaque fois côté OL. Ouais, il a été facilité par malgré tout un fait de jeu qui ne devrait pas être aujourd'hui le fait marquant de ce match. C'est le penalty obtenu par Lyon qui est complètement inexistant pour mener 1-0. Il n'y a pas faute du tout. Frappard est appelée à la VAR, elle va voir à la VAR et elle confirme son jugement alors qu'il n'y a pas faute. Voilà. Je pense que quand vous verrez, enfin si les gens n'ont pas vu les images, quand vous verrez les images, vous serez d'accord avec moi, il n'y a pas du tout faute. Et malheureusement à 0-0, ça tue un match. 1-0 et derrière Lyon déroule. Donc voilà. Le plan de jeu de Valenciennes, je pense qu'il était clair, c'était d'essayer de tenir ce 0-0 et de tenir pendant 120 minutes et ensuite d'aller chercher une séance de tir au but comme ils l'ont fait contre Rouen en quart de finale. Ils l'avaient très bien fait. Malheureusement le premier but est lié à un fait de jeu anodin et un penalty inexistant. C'est dommage pour eux. Après dans le jeu, on va pas se mentir que c'était très très limité. Et que Lyon dès les 5-10 premières minutes, si c'était pas la 50e, ça aurait pu être à l'heure de jeu. Voilà, mais après on sait jamais ce qui se serait passé s'il y avait pas eu ce penalty. Ouais. Ça se trouve que ce penalty n'aurait pas existé, Valenciennes aurait encore plus serré ses lignes et Jean Louchet faisait un très bon début de match en plus dans les buts et malheureusement pour eux, ils prennent ce premier but sur un penalty qui est pour moi selon moi inexistant, mais voilà. C'est le football et c'est comme ça, mais Lyon mérite ce soir au vu de la performance largement de se qualifier en finale. Allez, plus de Coupe de France pour ce soir, il n'y avait qu'une des 2 demi-finales, on attendra l'autre dans les prochains jours, mais on va revenir un peu en arrière sur la Ligue 1, la 27e journée qui se jouait ce week-end, avec d'abord un mot sur l'affiche du dimanche soir, le Classico, entre l'autre Olympique, celui de Marseille, et le PSG au Vélodrome. Marseille qui s'est incliné 2-0 sur sa pelouse face aux Parisiens, pourtant à 11-10 juste avant la mi-temps suite à l'exclusion de Beraldo côté PSG. L'attaque marseillaise, elle, complètement muette, sachez-le, depuis le 2 partout d'octobre 2017 concernant un Classico à domicile en Ligue 1, parce qu'il y a eu la Coupe de France quand même remportée entre-temps pour un peu redorer l'image. Mais les Marseillais, ça fait longtemps qu'ils attendent, en Ligue 1 en tout cas face au Paris Saint-Germain, de marquer des buts. D'autant qu'en face, Donnarumma infranchissable avec 10 arrêts au compteur et Paris qui a su manier à la perfection les contre-attaques en seconde période, avec une qui a fait mouche une première fois, celle de Vitinha à la 53e, et Gonçalo Ramos, l'autre Portugais rentré en cours de jeu, qui a clôturé la victoire pour Paris. À noter aussi la sortie de Kylian Mbappé, mais ça c'est devenu une habitude depuis l'annonce de son départ par Luis Enrique. Là-dessus, un petit mot, peut-être vite fait, sur ce Classico. Pas forcément. Enfin, moi, je dirais pas que c'est lié forcément à son annonce ou en tout cas son départ cet été au Real de Madrid ou autre club, mais en tout cas une stratégie qu'adopte aujourd'hui Luis Enrique, le fait de prendre de grosses décisions, de faire jouer des postes pas forcément, enfin de faire des joueurs pas forcément à des postes où on les attendait, d'habituer plus Gonçalo Ramos dans l'axe en numéro 9, de faire beaucoup plus tourner, donner plus de temps de jeu et aussi reprendre le leadership aussi sur un effectif ou sur un Kylian Mbappé qui je trouve quelquefois pète un peu plus haut de son cul. Voilà. Donc je trouve que c'est tout à son honneur, même si Luis Enrique est critiqué pour justement avoir cette autorité, avoir beaucoup trop d'autorité sur ces joueurs-là. C'est tout à son honneur et moi je suis très content que ça se passe comme ça. Même si j'ai pas forcément aimé ce classique-là, je trouve qu'il c'était un peu mou et même si on l'emporte au final, j'ai pas pris trop de plaisir à le regarder. Vous l'aurez compris, supporter parisien. Hein, oui, on l'emporte. On l'emporte. Oui, c'est vrai. C'est un peu vrai. Un peu vrai. Et puis surtout, quelques jours plus tôt, il y avait un autre choc dans cette journée de Ligue 1. C'était vendredi soir à Pierre-Mauroy. C'était le derby du Nord entre deux équipes en opération Coupe d'Europe. Et la belle opération, elle est pour Lille, sortie vainqueur du derby contre Lens 2-1 et provisoirement quatrième, qui était provisoirement à l'époque troisième de Ligue 1, mais qui est bien quatrième aujourd'hui. Les Dogs ont pu compter sur un grand Eden Zegrova, auteur d'un doublé à la 9e et à l'heure de jeu. En face, Lens a été inoffensif, même si Eli Iwayi, rentré en cours de jeu, a marqué le but de l'espoir à la 78e minute. Et c'est surtout une très belle opération, plus que de battre le voisin et de prendre ses distances avec lui. C'est surtout 3 points très très importants, puisque derrière l'OM et Lens ont donc perdu, mais aussi Rennes à Strasbourg 2-0 et Nice est aussi incliné à domicile 2-1 contre Nantes.
Donc les 4 équipes derrière Lille tombées. Lille 4e qui est dans les places Ligue des Champions entre guillemets, parce qu'on attend encore avec la décision de la Coupe de France, ça reste une place de barragiste. Est-ce que vous voyez vraiment maintenant ce top 4 se dessiner et ces 4 autres prétendants aux dernières places se faire? Ouais, franchement, je pense que à Lille, ça pouvait justement faire encore un peu la bascule avec les équipes de derrière que tu as citées, mais justement là, au contraire, la dynamique va dans le sens du LOSC qui monte bien en puissance, qui confirme en tout cas sa belle lancée, et au contraire, Nice qui est en train de caler sérieusement, Lens qui a perdu contre Nice il y a 2 semaines, qui repère ce week-end, ça cale un peu derrière, et justement c'est tout bénef pour les hommes de Fonseca qui, pour moi, finiront à la 4e place. Je pense que Monaco, quand même, ça va être dur d'aller les chercher pour ce top 3. Eva, tu hochais un peu la tête, toi. Le top 4, et pour toi, c'est encore indécis. Ouais, je suis pas la meilleure au niveau du foot, mais je pense que non, je sais pas, indécis. C'est pas acquis. C'est pas acquis, jamais dans le foot. On a vu, on pensait par exemple, je sais pas, au début de la saison, on se disait l'OL, ils vont redescendre, et finalement maintenant ils sont plutôt pas mal. Enfin, ils sont dans le milieu du classement, ils sont encore loin d'être relégués. Donc moi je pense qu'il faut attendre. On n'est jamais à l'abri de remonter. On sait derrière qu'il y a quand même des gros effectifs, l'OM, Nice, etc. Donc voilà, mais oui, Lille est en bonne position. Ouais, 27e journée, donc il y a encore quand même pas mal de points à aller prendre dans cette Ligue 1. Et intercalé entre les Dogs lillois et le PSG, le Dauphin brestois, lui, il a emporté 1-0 à Lorient, et l'AS Monaco, 3e donc, a étrillé Metz en Lorraine 5-2 et conforte ainsi tous deux leur place sur le podium. Détour en Angleterre quand même très rapidement avec un autre choc, c'était celui entre Manchester City et Arsenal, 2 équipes comme l'an passé en lice pour le titre en Premier League. Les Gunners ont appris leurs erreurs de l'an passé. Rappelez-vous cette défaite 4-1 à l'Etihad qui avait en quelque sorte coûté le titre aux Baby Gunners, et cette fois un point du nul vaillamment acquis avec aucun but marqué dans cette rencontre, 0-0 malgré des occasions de part et d'autre. C'est surtout presque 2 points de perdus quand on sait que juste avant eux, en début de dimanche après-midi, Liverpool, l'autre équipe en tête du championnat, a gagné elle à la maison contre Brighton 2-1 et est repassée devant donc ces deux autres opposants en tout cas pour le titre. Et les voilà avec 67 points les Reds, devant Arsenal 65 points et City 64 points. Ça mérite d'être encore très très excitant. Un petit mot aussi de football féminin avant de changer de sport, ne vous inquiétez pas. Avec les qualifications en demi-finale de Ligue des Champions à la fois du PSG et de l'Olympique lyonnais, vainqueur 2-1 à l'aller, Lyon a plus que confirmé son avantage au retour à domicile, cette fois donc contre Benfica avec son succès 4-1. C'était mercredi dernier, et le lendemain, jeudi, ça a été au tour des Parisiennes de conforter elles aussi leur victoire de l'aller avec un 3-0 contre le BK Haken. De quoi donner 2 équipes françaises en demi-finale de Ligue des Champions féminines, mais 2 équipes françaises qui se croiseront. Est-ce que pour vous c'est dommageable, ou au contraire ça permet en tout cas d'avoir le drapeau tricolore en finale de Ligue des Champions sûr et certain cette année? Ça permet toujours de mettre en avant le foot féminin. Lyon le fait déjà depuis beaucoup d'années. C'est le club français en la matière. Avoir ce dernier carré. Il me semble que de l'autre côté on a Chelsea-Barcelone, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et donc de l'autre côté là on a ce Paris-Lyon. Donc forcément ça met le football féminin au devant de la scène dans un pays où le foot féminin progresse d'année en année. C'est vrai que dans d'autres pays comme en Espagne, c'est un sport qui est un peu plus implanté, grâce notamment au progrès, aux victoires de l'équipe nationale espagnole, en Angleterre également. Mais c'est vrai qu'en France ça évolue, et la Ligue des Champions en est la preuve. Allez, on finit quand même avec le foot, on change de sport, on passe au ballon orange, ça fera peut-être plaisir à Mathis et au parquet. Pas de mots quand même ce soir pour la NBA Victor Wembanyama, même si on pourra souligner quand même ses 40 points et 20 rebonds marqués il y a quelques jours contre les New York Knicks. On va plutôt rester en Europe et on va parler basket tricolore avec dimanche le match. Niveau régional, on avait droit au derby du Nord en football, on a aussi eu droit un peu au derby du Nord en Betclic Elite avec l'Opalico entre Gravelines, Dunkerque et Le Portel. Comme à l'aller, les Portellois ont été les plus forts face au BCM, un succès 83-77 au Stade de Flandre, acquis en prolongation après avoir recollé au score en toute fin de 4e quart-temps. Le SSM reste ainsi à la 7e place, synonyme de play-off, tandis que le BCM, en perdant, est rejoint par Roanne, tombeur en parallèle de Boulogne-le-Valois, et reste 15e, donc premier non relégable pour une meilleure différence de points avec les Rouennais. Et autre info basket non négligeable, puisque c'était la qualification en finale d'Eurocup
d'Eurocoupe, la française plutôt, pour le Paris Basket, l'équivalent de la Ligue Europa au football. L'équipe francilienne, elle est partie l'emporter, vendredi soir à Londres, 93-85, après avoir battu déjà les Londoniens à Paris à l'aller. Une victoire permise grâce aux 21 points, notamment de TJ Shorts, ou aux 13 points en 20 minutes du meneur français Nadir Hifi. Première équipe tricolore en attendant peut-être Bourg-en-Bresse, qui elle a été battue au retour en Turquie face à Beşiktaş et qui devra attendre donc ce match de Bâle. T'y crois toi, Mathis, finale 100% française? Ouais, j'y crois vraiment. Bon, un peu moins forcément après l'égalisation de Beşiktaş. Donc comme tu l'as rappelé, c'est la première équipe à 2 victoires dans la série. Donc comme là il y a un partout, la Bâle c'est demain. J'en parlerai dans mes immanquables. Donc restez connectés jusqu'à la fin de l'émission. Mais je faisais exprès la petite passe des fois que tu l'as oublié ou au contraire pas sur le basket. Pas sur le basket. Tu n'as pas le droit, Mathis. Tu n'as pas le droit. Après le basket, un mot de tennis, la petite balle jaune cette fois, avec un retour sur les grands gagnants hommes et femmes des Masters 1000 de Miami. Chez les messieurs, l'Italien Yannick Sinner, impressionnant depuis la fin de saison dernière, a balayé le Bulgare Grigor Dimitrov en finale 2-7 à rien, 6-3, 6-1, juste après s'être défait de Daniil Medvedev quasiment sur le même score, 6-2, 6-1, en une petite heure de jeu. Sinner remporte là son premier titre à Miami après 2 finales perdues. En 2021, c'était contre Hubert Hurkacz, et l'année passée, c'était contre Daniil Medvedev. Petite revanche aussi en passant. Et c'est son 2e Masters 1000 en carrière après celui de Toronto en 2023. Et à noter quand même chez les messieurs le très beau parcours de Grigor Dimitrov, qui a quand même éliminé juste avant d'arriver en finale Alexander Zverev en demi et le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz. Numéro 2, pardon, bien sûr. Numéro 2. Enfin, ancien numéro 2 d'ailleurs. Mais tête de série, pour ça. Tête de série numéro 1 du tournoi. Et désormais ancien numéro 2. Et désormais ancien numéro 2. Du coup, c'est quoi la plus grosse info chez les messieurs? C'est quoi? C'est Yannick qui est étincelant ce début d'année, ou c'est la bonne surprise Dimitrov, ou Carlos qui... Bah, Dimitrov, c'est pas une surprise. Enfin, pour moi, c'est pas une surprise. Ça a toujours été un des meilleurs joueurs sur le circuit. Après, il était pas reconnu à sa juste valeur. Là, il va rentrer dans le top 10. Oui. Et là, voilà, là, il est à la place où il mérite d'être depuis déjà 1 an et demi, et où son niveau de jeu lui permet d'être, surtout. Je pense qu'il a jamais aussi bien joué toute sa carrière. Après, Sinner, j'ai regardé le match contre Dimitrov en espérant que Dimitrov gagne, parce que c'est un de mes joueurs préférés, et il y a juste rien à faire, quoi. Le mec est sur toutes les balles, c'est un truc de fou. Sur dur, je pense que c'est le meilleur joueur, il est meilleur que Djokovic sur dur actuellement, je pense. Et voilà. Après, j'ai un petit peu peur sur terre. Sachant que là ça va commencer. Oui, on va arriver doucement. J'ai un petit peu peur sur terre, sachant que tous les joueurs ont commencé un peu leur préparation sur terre et que lui a mis beaucoup de temps à privilégier vraiment la fin de saison sur dur. Mais j'ai très peur des Roublev, des Rouneux, même des Zverev sur terre. Ça risque d'être très compliqué pour lui, pour son style de jeu, sur une surface où ça va beaucoup plus lentement, ça va être plus compliqué, je pense, pour lui. Et chez les dames, à Miami, succès surprise de Danielle Collins ce samedi soir, aussi 2-0. 7-5, 6-3, victoire contre la Kazakh Elena Rybakina, 4e joueuse mondiale. Pour son premier WTA 1000 et son 3e titre en carrière, l'américaine a presque réussi un tournoi parfait en ne perdant qu'un seul set. Et c'était le tout premier de son tournoi, lors du premier tour contre la qualifiée et américaine Bernarda Parra. Elle a ensuite écarté 5 têtes de série, dont la française Caroline Garcia en quart de finale et la russe 15e mondiale Ekaterina Alexandrova en demi, puis Rybakina en finale. Et on change de sport une dernière fois pour finir ces résultats avec du cyclisme, les 2 roues et les courses flandriennes, avec d'abord la course du week-end. C'était dimanche, le monument cycliste du Tour des Flandres, une 108e édition remportée par le néerlandais Mathieu Van Der Poel, qui a signé sa 3e victoire sur l'épreuve après 2020 et 2022. Le champion du monde en titre a attaqué à 45 km de l'arrivée dans les passages vertigineux du Koppenberg, qui a fait énormément de mal, quitte à ce que même l'immense majorité des cyclistes aient besoin de poser pied à terre, mais pas le néerlandais. Derrière, le grand vainqueur du jour, c'est l'italien Luca Mozzato qui a pris la 2e place de la course, et l'allemand Nils Politt finit 3e suite grâce au déclassement de l'Australien Michael Matthews, victime d'un sprint irrégulier, et lui initialement 3e et sur le podium. Le néerlandais égale alors le record de victoire sur le Tour de Flandre et rejoint parmi les grands noms Tom Boonen, Fabian Cancellara, Johan Museeuw ou encore Fiorenzo Magni. Van Der Poel sacré dimanche et bien aidé, il est vrai, par les événements survenus quelques jours plus tôt mercredi. C'était sur À travers la Flandre, où quelques gros noms comme Wout van Aert, Mats Pedersen et Jasper Stuyven sont tombés. Wout van Aert même, peut-être qu'on l'apprendra dans les news, mais gravement blessé. Même sans son meilleur élément, la formation Visma Lease the Bike l'a emporté via sa nouvelle
tête d'affiche naissante, je ne sais pas si on peut poser ce mot-là, mais c'était le victoire du Danois Matteo Jorgensen, grand gagnant de la classique. Après, c'est imposé sur Paris-Nice, c'était mi-mars. Voilà pour ces résultats. Je propose maintenant une petite interlude musicale comme d'habitude. Le choix du soir est assez simple. Il y avait Classico ce soir, Gaëtan. Et donc je me suis dit tiens, c'est l'opportunité de voir ce que vaut le Classico organisé. Vous savez bien, cet album concocté par Jul, non, pas terrible. Hein. Ouais, il est pas ouf. Ouais. Il est pas ouf. Mais cette chanson-là vaut quand même peut-être le détour. En tout cas, on laissera nos auditeurs de Radio Campus Lille faire la différence avec cette chanson entre rappeurs parisiens et marseillais. Et on se retrouve juste après pour les news. Vous êtes bien sur Radio Campus Lille 106,6 FM et on poursuit cette nouvelle émission du Campus Sport Club, l'émission qui revient sur toute l'actualité sportive du moment. Et justement, on va en parler un peu de cette actualité après les résultats en ce début d'émission. Place aux news de Gaëtan. Les infos marquantes à ne surtout pas manquer, c'est maintenant dans les news du CSC. Qu'est-ce qu'il y a de très très marquant, Gaëtan, cette semaine? Il y a un Espagnol qui fait beaucoup parler de lui. Et oui, on commence cette chronique news par du football avec une info encore très récente. Discours musclé de Luis Enrique hier soir au camp des loges après le Classico PSG et la victoire du Paris Saint-Germain. L'entraîneur espagnol a tenu à recadrer l'ensemble de son vestiaire au sujet de son statut et de l'importance de ses décisions tactiques au cours des matchs. Un discours ferme pour apaiser les tensions et repartir de l'avant. Bonne décision de la part de Luis Enrique à 8 jours de la Ligue des Champions, le fait de prendre la parole et remettre l'église au centre du village, ou prise de parole qui risque de compliquer les choses avec les cadres. Votre avis peut-être sur cette prise de parole? Moi, je pense que c'était nécessaire parce qu'on est à 8 jours d'un match crucial contre le FC Barcelone, en plus au parc. Donc ça va vraiment être crucial. Donc je pense que oui, c'était nécessaire. En plus, Luis Enrique depuis le début qu'il est arrivé, il a vraiment voulu mettre le collectif vraiment au centre par rapport à montrer des individualités comme là on le voit avec Mbappé qui sort souvent régulièrement après la seconde mi-temps. Donc je pense que oui, c'était nécessaire et je pense que peut-être que ça va être bénéfique. Moi, je pense que Luis Enrique, c'est peut-être l'entraîneur qui peut faire gagner la fameuse Ligue des Champions que le PSG rêve de gagner. Maxime, un peu plus... Non, pardon, sur la prise de parole, je suis complètement d'accord. Après, oui, c'est le plus gros match de la saison. Donc, est-ce que c'était le bon moment pour le faire? Peut-être, et sûrement que c'était le meilleur moment. Est-ce que ça aurait été pas mieux de le faire peut-être la semaine dernière? Moi, je pense que le faire une bonne quinzaine de jours avant, je pense que ça aurait déjà mis beaucoup de silence dans le vestiaire, sachant qu'il y avait ce match contre Marseille justement, et le faire juste après, c'est peut-être pour déchauffer tout le monde après une belle victoire et peut-être du coup couper une bonne dynamique des joueurs entre eux. Après on verra bien contre le Barça. Après, dire que Enrique est l'entraîneur qui peut amener le Barça au sommet du football européen en remportant la première ligue. La Ligue des Champions, j'en ai pas encore assez vu de la part du PSG, notamment en Ligue des Champions, pour affirmer que ce soit le cas. J'ai été la marionnette de tous, ce sont les mots de Mathias Pogba concernant la séquestration de son petit frère Paul Pogba en mars 2022. Cela faisait quelques mois que l'affaire n'avait pas repointé le bout de son nez. Interrogé par le juge d'instruction le 25 janvier dernier, Mathias Pogba a déclaré avec tristesse qu'il était en quelque sorte le bouc émissaire de l'affaire. Je cite: « On m'a baladé de gauche à droite, on m'a menti depuis le début. » Lui qui avait été mis en examen et en détention provisoire en septembre 2022 pour aide active dans l'affaire d'extorsion. Invité surprise, UEFA, stade, rénovation, ce sont un peu les mots qui trempent dans la tête de chaque joueur du stade brestois. Actuel dauphin du Paris Saint-Germain, Brest est en très bonne voie pour l'Europe. Qui l'eût cru? Club de Ligue 1 depuis maintenant seulement 5 ans. Une saison dernière plus que compliquée avec une première partie de saison catastrophique. Le renvoi de Michel Derzakarian, bref, une année dans le dur, une année à oublier. Un contraste avec cette année où le SB29 apparaît comme le rayon de soleil de ce championnat de France. Une équipe à caractère plaisante à regarder. La preuve
qu'on peut toujours retomber sur ses pattes. Mais qui dit Ligue des Champions, dit infrastructure et aménagement pour s'aligner aux critères de l'UEFA. Très récemment, des dirigeants de l'association européenne se sont rendus en terre bretonne pour effectuer un état des lieux du stade Francis Leblay. Et le constat est sans appel, des rénovations obligatoires pour l'accueil des diffuseurs. Selon certains journaux, les dirigeants brestois restent optimistes au sujet de ces travaux et ne prévoient pas de délocaliser les rencontres européennes dans un autre stade. Autre grosse information ou affaire, l'affaire commotion cérébrale. Ancien international français Raphaël Varane s'est entretenu très récemment avec le journal L'Équipe concernant le fléau des commotions cérébrales, un sujet très répandu dans le rugby ou le football américain, mais aussi dans le sport au ballon rond. Formé au RC Lens, Raphaël Varane s'est montré dénonciateur en expliquant une mauvaise prise en charge des joueurs à la suite de ce genre de blessure que lui-même a vécu en 8e de finale de Coupe du Monde 2014 contre le Nigeria notamment, où il a subi un choc et termine le match en, je cite, pilote automatique. On en pense quoi de ces critiques envers les délégations qui ont tendance un peu à noyer le poisson ? Bah, je sais pas, j'ai lu son interview, je pense qu'il montre aussi que, je sais pas s'il est critique, il montre surtout que là maintenant c'est un problème qu'il faut vraiment qu'on prenne à la racine dès le plus jeune âge. Vraiment, il va militer, Raphaël Varane là maintenant il se veut militant pour déjà arrêter la tête à moins de 12 ans, ce que font les Anglais aujourd'hui. Donc moi je pense que oui, Raphaël Varane, il en parle là pour vraiment que tout simplement pour qu'on en parle et pour que le problème cesse, parce que c'est vrai qu'on en connaît dans le rugby, un petit peu dans le judo aussi, mais le foot finalement on en le hand dernièrement. Le hand dernièrement aussi, mais c'est vrai que le foot, moi je trouve ça très bien qu'il en parle parce que justement ça peut faire bouger les choses et en plus l'aura qu'il a, Raphaël Varane, ça peut vraiment faire bouger les choses. Ouais, de aussi l'importance de celui qui prend la parole. Raphaël Varane, pour ce qui est du public français et pas n'importe qui, ça peut aussi aider à véhiculer un peu mieux le message. Et en plus de ça, compte tenu des évolutions, voilà, à titre d'information, le championnat anglais a déjà mis en place quelques interdictions d'un jeu de tête pour les enfants de moins de 12 ans. En Ligue 1 et Ligue 2, il y a l'existence d'un protocole que j'avais pas en ma connaissance, un protocole commission suite à un choc à la tête, un protocole de seulement 3 minutes. C'est déjà ça, mais c'est un protocole qui est jugé trop rapide pour certains spécialistes, notamment du top 14, quoi. Allez, au revoir le football et les mots de tête et place aux Jeux Olympiques, sujet mêlant sport et géopolitique avec la récente déclaration de Anne Hidalgo lors de sa visite en Ukraine, évoquant le refus d'accueillir les athlètes russes et biélorusses lors des Jeux Olympiques 2024. Une déclaration qui fait lien avec l'hypothèse du complot élaboré par la Russie. Selon eux, le président du CIO, Thomas Bach, aurait affirmé dans un appel téléphonique l'existence d'un système de surveillance sur les athlètes russes pour justifier une potentielle exclusion des Jeux. Affaire à suivre. Un peu de tennis à présent avec Novak Djokovic et son annonce plus que surprenante. Le Serbe au 24 tournoi du Grand Chelem a annoncé la fin de sa collaboration avec Goran Ivanisevic. Une nouvelle qui vient confirmer les craintes sur la forme actuelle de Novak Djokovic qui n'a remporté aucun tournoi en 2024. Entraîneur de Djokovic depuis 2019, Ivanisevic a pu accompagner son poulain au sommet de son sport. Une collaboration aux 4 Open d'Australie, 2 Roland-Garros, 3 Wimbledon, 1 US Open et 2 Masters. D'après le Serbe, cette collaboration arrivait naturellement à son terme. Vous pensez que ça va changer quelque chose dans son jeu, notamment à l'approche de la saison terre battue ? Non, et tu dis qu'il a remporté aucun tournoi en 2024, mais il en a joué qu'un, donc c'est compliqué de. Non, il en a joué 2. Il a joué l'Australian Open et Indian Wells. Il a joué Indian Wells. Et il perd même. Contre Alcaraz. Justement, oui, il perd contre un inconnu. Il perd contre Nardi. Ouais. Il perd contre un inconnu au deuxième tour. Enfin. Et celui qui s'est fini en 2023, enfin qui a fini en début 2024 et qui avait commencé en fin 2023. C'était lequel ? Non, il y a le Final Four, mais le Final Four, c'est l'ATP Cup. Ouais. Oui, c'est l'ATP Cup, ça. Oui, United, oui, exactement. Avec United la sélection. Cup, avec la sélection. Non, j'avais zappé Indian Wells. Un tournoi, ouais. Mais c'est italien. Non, mais oui, mais ça ne va absolument rien changer dans son jeu de toute façon. Et je pense qu'il a dit qu'il pourrait continuer à jouer sans entraîneur. Et pour moi, c'est, je pense, le seul joueur sur le circuit qui est capable actuellement de jouer sans entraîneur. Parce qu'il a l'expérience, il a tout ce qu'il faut pour réussir tout seul et voilà, Ivanosevic a fait un très bon coach pour lui. Et comme il l'a dit, je pense que la relation arrivait à son terme et c'est un bon moment pour lui, je pense, pour repartir de l'avant et commencer une nouvelle aventure, que ce soit seul ou avec quelqu'un. Ivanisevic, pour la petite question quiz du soir, qui a gagné un grand chelem, lequel ? Roland ? Non. Wimbledon. Wimbledon. Ouais.
Je pensais qu'il avait gagné, Roland. Je suis imprenable sur les quiz, en fait. Ah non, je rappelle que j'ai gagné le quiz à la dernière minute. C'est vrai qu'on a les 3 participants. On parlera pas de corruption aujourd'hui, mais non, je vais continuer. J'ai la minute pour toi. Vas-y Gaëtan, je te remercie. Décidément, les Parker et Lasvel, c'est une grande histoire d'amour qui ne prendra pas fin aujourd'hui. Licencié par le club lyonnais en octobre dernier à la suite de mauvais résultats, T.J. Parker, frère de Tony Parker, a saisi le conseil des prud'hommes pour tenter d'y obtenir une réparation. D'après de nombreuses sources, la conciliation entre les deux parties devrait se faire mi-juin. Encore du basket, parce qu'on l'adore ce sport, mais on l'aime un peu moins quand de grands mentors tirent leur révérence. Dans le podcast All the Smoke, Rajon Rondo, le meneur de 38 ans des Cavaliers, met un thème à sa carrière professionnelle. Joueur au caractère trempé, Rajon Rondo s'est imposé en NBA avec une certaine intelligence de jeu. 9 années au Boston Celtics, il était également considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. Aussi connu pour ses dérives en dehors du parquet, Rajon Rondo aura séduit la population basket tout au long de ses 16 années de pratique, où il deviendra le 2e joueur de l'histoire à avoir gagné un titre avec les Celtics et les Lakers, 2 sélections dans la NBA All Defensive Team, meilleur intercepteur NBA en 2010 et meilleur passeur de la ligue en 2012, 2013 et 2016. Les joueurs s'usent et laissent place à la jeunesse, et Sam Whitlock en est la preuve. Légende du rugby à 15, le 2e ligne de 35 ans de la section paloise, Sam Whitlock mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison. Le Néo-Zélandais aux 153 sélections aura marqué son sport. Liste non exhaustive de ses titres et distinctions: champion du monde 2011 et 2015, membre du 15 de la décennie 2010-2020, joueur des All Blacks le plus capé et joueur possédant le plus de victoires en Coupe du Monde. Et puis un dernier mot pour finir quand même rugby avec tournoi destination. Et oui, c'est une news qui laisse penser que le rugby est un sport en constante évolution. Après le festival des 6 nations U18 masculins qui réunissait pour la première fois 2 formations de plus, le Portugal et la Géorgie, Sam Warburton, ancien capitaine emblématique du 15 gallois, s'est montré enthousiaste à l'idée d'intégrer la Géorgie au tournoi des 6 nations. L'idée d'un possible barrage de relégation a émergé, voire le dernier du tournoi des 6 nations, en l'occurrence le Pays de Galles, affronter le gagnant du Rugby Europe Championship, la Géorgie. D'ailleurs, 7e victoire consécutive pour les Géorgiens dans le tournoi. Et le gagnant de ce match se verrait alors qualifié pour la prochaine édition du tournoi Destination. Une évolution qui promet ou une bêtise absolue? Est-ce qu'on veut pas aussi recycler un petit peu cette compétition? Le format, ouais, bien sûr. Moi, je pense que ça peut être une très bonne idée. Actuellement, dans le recyclage de format des coupes qu'on voit par exemple au football, enfin, les nouveaux formats sont très moyens. Moi, je trouve que justement, le 6 nations s'épuise un petit peu avec peut-être 2 équipes qui sont un petit peu en dessous des 4 autres, que ce soit l'Italie ou le Pays de Galles. Mais justement, l'Italie qui sur son destination là fait un superbe tournoi, et pourquoi pas justement laisser sa chance à une Géorgie ou au Portugal, qui sont 2 nations qui vraiment grandissent dans ce rugby européen et qui l'ont prouvé à la Coupe du Monde en France. Pourquoi pas leur laisser leur chance justement de pouvoir se mesurer au plus grand? En tout cas, peut-être l'intérêt de permettre une compétition un peu plus ouverte et d'avoir cette 6e place peut-être relégable. On voit que la bascule peut se faire assez aisément. Ouais, parce qu'en plus, à titre d'information, la Rugby Europe Championship, c'est en fin de compte un tournoi qui est appelé 6 Nations B. On l'appelle pas comme ça, mais c'est de façon très erronée en fait. On l'appelle 6 Nations B parce qu'il regroupe les 6 nations, les 6 meilleures nations européennes qui sont en dehors du vrai tournoi des 6 nations. Donc il y a ce principe d'alternance qui est super intéressant, de faire briller aussi d'autres équipes nationales, notamment il y a le Portugal, on t'en parlait aussi. Portugal d'ailleurs qui a brillé quand même à leur échelle à la Coupe du Monde en s'offrant leur première victoire face aux Fidjiens. Tu t'en rappelles, Maxime, je pense. Oui. oui, on l'a commenté ensemble pour la SAC. D'accord, ok. Voilà. Okay. Oui, voilà, donc quand même toujours un intérêt, en tout cas de plus en plus forcé et poussé de voir quand même l'une de ces destinations pouvoir quand même tenter sa chance, et puis surtout ça permet des adversités. Enfin, ils sont habitués à leur niveau et c'est un peu déprimant de devoir leur expliquer. Vous resterez là, vous pourrez jamais viser les 6 autres meilleures nations. Moi, je trouve que ça serait sympa aussi. Carrément. Je pense que ça rajoute de l'enjeu un petit peu dans tout simplement dans la compétition, parce que celui qui finit dernier, il sait qu'il va devoir lutter pour garder sa place. Plus que la cuillère de bois dont on évoque souvent, mais qui n'a pas d'impact. Voilà, tu peux terminer à 5 défaites, que tu restes là. Et exactement. Voilà quoi. Un peu à l'américaine, hein. Un peu franchise. Clairement. Compétition comme ça. En tout cas, c'était aussi sympa tes news, Gaëtan. Merci à toi pour tout ça. On va pouvoir avancer. Nouvelle chronique, pas de débat ce soir, mais Eva qui fait son retour avec en poche ce fameux portrait qu'on attendait depuis quelques semaines. Le voici juste après un court jingle. Des parcours atypiques pour des sportifs inspirants, c'est le portrait du CSC.
Alors on parlait beaucoup de tennis de table ces dernières semaines avec les frères Lebrun. Il y a un autre sport de raquette dans lequel un Français, jeune Français, brille un peu. Et on va parler de badminton avec toi, Eva. Eh bien oui, on va parler de Christo Popov, le jeune badiste français a fait parler de lui le mois dernier en devenant le premier Français de l'histoire à atteindre le dernier carré de l'Open d'Angleterre, l'un des 5 plus grands tournois de la planète en badminton, l'équivalent d'un tournoi du Grand Chelem en tennis. Si le Français 21e joueur mondial au classement BWF s'est incliné 2-7-1 contre l'Indonésien Anthony Dingting, pardon pour la prononciation, 5e mondial en demi-finale, il se rapproche encore un peu plus de l'unique ticket olympique français en simple pour les JO cet été. Mais qui est ce jeune Français de 22 ans qui fait une ascension fulgurante ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Christo Popov est né en 2002 à Sofia en Bulgarie. Il est le deuxième des 3 frères Popov, Thomas Junior, 25 ans, et Boris, 14 ans. Tous 2 joueurs de badminton. En effet, le badminton est une histoire de famille chez les Popov. Leur mère est arbitre nationale de badminton et leur père Thomas Popov est joueur de badminton professionnel puis entraîneur de l'équipe nationale de Bulgarie. Si leur père a très vite compris qu'il ne réussirait pas en tant que joueur professionnel, il y aide son frère, Miki Popov, l'oncle de Christo et Thomas Junior, à atteindre le top niveau mondial. Il y gagnera notamment 8 titres de champion de Bulgarie. Si l'aventure aurait dû continuer en Bulgarie dans les années 2000, la Fédération française de badminton souhaite attirer des étrangers de haut niveau, comme l'oncle justement des frères Popov, et justement Miki est recruté, naturalisé et atteindra la 14e place mondiale sous la bannière française, alors qu'en Bulgarie la chute du communisme avait été violente économiquement en 2003. Miki met le club de Fos-sur-Mer dans le sud de la France en recherche d'entraîneurs, en contact avec son frère Thomas, et c'est le début de l'aventure française pour toute la famille Popov. Arrivé 1 an plus tard, après une année de réussite pour le père en tant qu'entraîneur, Thomas Junior, le frère de Christo, 6 ans, ne parle pas un mot de français et s'intègre grâce à la passion de son père qui l'accompagne tous les jours à la salle de badminton et tombe petit à petit dans la marmite, tout comme ses 2 petits frères quelques années plus tard. Si le cadet de la fratrie est encore jeune, les 2 aînés Thomas Junior et Christo Popov ont apporté une nouvelle ère au badminton français, à l'image, comme tu le disais, des frères Lebrun en tennis de table, alors que Christo, 4 ans de moins que son frère, le suivait sans le dépasser ces dernières années. Ils se battent désormais, comme je le disais, pour l'unique ticket olympique en simple. Si en début d'année, Thomas Popov, 25e joueur mondial, était en bonne position pour représenter la France en simple, Christo Popov vient tout juste de le dépasser. D'abord victorieux début mars de l'Open d'Allemagne, son premier titre sur le circuit World Tour, il a réalisé une performance majuscule en atteignant la semaine dernière, comme je le disais, la demi-finale du All England, le Wimbledon du badminton français. Si seulement 3 places les séparent au classement, il reste jusqu'au 30 avril à l'aîné des frères Popov pour récupérer le ticket olympique. Et le combat s'annonce âpre puisque la semaine dernière, Thomas Popov s'est hissé en finale du Masters d'Espagne, récupérant ainsi de précieux points sur son frère cadet du coup. Tout se jouera donc aux championnats d'Europe qui auront lieu le 8 avril en Allemagne. Mais s'ils sont adversaires sur le terrain, les Popov sont aussi équipiers en double. Champion de France en 2023, 40e paire mondiale, ils se battent ensemble pour décrocher encore une fois l'unique ticket olympique français en double face à l'autre paire française qui les dallonne de très près, puisqu'ils sont 41e au classement BWF. Encore une fois, rien n'est joué et une grosse bataille s'annonce entre les 2 paires finalement, les 2 paires françaises exactement. Finalement, les frères Popov, fusionnels surtout quand il s'agit de soutenir l'Olympique de Marseille, ça va pas plaire à Gaëtan ça, leur club de cœur, ils vivront peut-être les JO ensemble. Merveilleux, merveilleux. Ce Christo Popov qui avait notamment été multiple champion de France en jeune, champion d'Europe junior, encore vice-champion du monde junior en 2019, qui brille tout autant que, on le disait, les frères Lebrun. On a aussi les frères Popov. C'est vraiment pas mal en vue de ces Jeux Olympiques.
Petite et seconde pause musicale, je vous propose pour finir. C'est plus pour teaser la suite avec le moment nordiste, le retour du moment nordiste, qui revient avec Maxime. On va parler handball et en cherchant de petites musiques, je suis tombé sur une qui m'a convaincu. C'est tout simplement l'hymne de la Ligue des champions masculine de handball qui s'intitule Mesmerize, et puis surtout faire un petit mot aussi sur nos clubs français encore en lice chez les hommes avec Montpellier qui a fait match nul à Zagreb la semaine passée pour le match aller, et le PSG qui allait s'imposer lui de son côté avant donc des matchs retour cette semaine plutôt intéressants. Mesmerize, ce que je vous propose là, quelques minutes sur Radio Campus Lille, et on se retrouve donc pour Moment Nordiste et les immanquables de nos compères Maxime et Mathis. C'était Mesmerize, donc cet hymne de la Ligue des champions masculines de handball à l'instant sur Radio Campus Lille 106,6 FM. Vous êtes toujours à l'écoute pour une nouvelle émission du Campus Sport Club. Peut-être que vous nous écoutez via le DAB+, ou campuslille.com, le site de la radio qui vous permettra de réécouter cette émission ainsi que toutes les autres, bien sûr, à partir de minuit 1 dans la catégorie programme, une émission qui sera, je le répète, aussi disponible sur YouTube, Spotify, Deezer. On avance tranquillement mais sûrement avec les dernières chroniques de ce soir et donc ce fameux moment nordiste que j'évoquais juste avant. On va parler handball, on va pas parler Ligue des champions non plus, on va parler National 1 avec Maxime juste après jingle. Après des débuts compliqués en National 1, le handball club de Villeneuve d'Ascq recevait ce samedi soir. Analyse du match et réaction, c'est tout de suite dans le moment nordiste. Un Lille HBCV, je sais jamais trop comment donner tout, enfin si c'est Lille Métropole HBCV, mais c'est le club de Villeneuve d'Ascq en tout cas qui était sur une très très bonne série avant de recevoir Rouen samedi soir donc Maxime. Exactement, on est parti pour le moment nordiste et ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas parlé des athlètes et clubs de notre région. La dernière fois, je crois que c'était déjà moi avec le meeting de Liévin. Mais aujourd'hui, comme en début de saison, on va prendre des nouvelles du handball club de Villeneuve d'Ascq. Pour rappel, le club de la métropole européenne lilloise évolue cette saison encore en National 1, donc le 3e échelon national dans la poule C, une poule qui regroupe les équipes de différentes régions, allant donc de Rouen jusqu'à Bourgoin-Jallieu, en passant par Metz, Chambéry et donc Villeneuve d'Ascq. On quittait les Villeneuvois en début de saison dans une situation très compliquée. Après 6 rencontres, les Villeneuvois étaient bons derniers avec 5 défaites et un petit match nul, et enchaînaient une nouvelle défaite contre Bourgoin-Jallieu à domicile. Qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, j'étais au match du handball club de Villeneuve d'Ascq ce samedi avec Mathis et j'ai déjà une première information à vous donner. C'est le changement de présidence au club. Après 3 ans de bons et loyaux services, Mathieu Huet quitte ses fonctions de président. Il est remplacé par Philippe Delecourt, un homme qui souhaite continuer un projet ambitieux mené par son prédécesseur avec une participation plus importante d'acteurs locaux comme la MEL et la mairie de Villeneuve d'Ascq. Pour son premier match en tant que président, il a d'ailleurs décidé de rendre l'entrée gratuite pour cette rencontre face à Rouen, candidat à la montée cette saison qui a un superbe effectif. Les Villeneuvois venus nombreux ont d'ailleurs pu assister à la finale des intercomités moins de 15 ans qui ont vu le comité du Bas-Rhin vaincre d'un petit but le comité valdoise et désormais parlons donc du handball club de Villeneuve d'Ascq. On peut dire que ça va mieux. Beaucoup mieux même pour eux, après une très longue série en début de saison de 10 matchs, sans victoire, 9 défaites et un petit match nul lors de la première journée, les nordistes étaient imposés d'un but face à Thionville lors de la 11e journée. Depuis, tout va bien et sur les 5 derniers matchs, les Verts et Noirs comptent 4 victoires pour une défaite face à Metz. De bonnes performances comme face à Bourgoin-Jallieu le week-end dernier où les hommes de Frédéric Pomelet ont fait le job, 22-34. On y a mis les ingrédients dès le début du match et dès qu'on les a quasiment éteints d'entrée de jeu. Donc c'est vrai qu'on a eu très peu de... Je dirais qu'on n'a pas eu forcément peur sur la partie parce qu'on a tout le temps été devant. Et on a su gérer les légers temps faibles qu'on a eu sur le match. Mais franchement, on a rendu une copie vraiment avec de la maîtrise. On a vraiment maîtrisé notre sujet et c'est ce qui a fait qu'on arrive avec un score très, très large à la fin. Voilà, pour ce match, le HBCV pouvait compter sur des supporters venus en nombre et sur un groupe quasi au complet. Je vous rappelle quand même que l'aventure entre Julien Gardena, le gardien, et le club nordiste est terminée depuis quelques mois et c'est l'ancien gardien Nicolas Huigueux qui est venu aider ses copains pour se maintenir. Le match débute donc sur les chapeaux de roue et très vite le LMHBCV surfe sur sa très bonne dynamique. En 5 minutes, les nordistes mènent de 4 buts et sont portés par les supporters nombreux et notamment les jeunes du club qui lancent de nombreux chants. La dynamique retombe un peu et le match s'équilibre. Le LMHBCV reste au contact grâce au but de son superbe capitaine, Maxence Herman, auteur de 8 buts sur le match, mais voit Pierre Fitt Duval, l'arrière rouennais, lui répondre avec 5 buts en première mi-temps, bien accompagné par son ailier Tom Andro, qui est également auteur de 6 buts lors du premier acte.
Rouen profite aussi du manque de concentration défensive des nordistes pour enchaîner les buts malgré des arrêts importants de Nicolas Huigueux. Ces derniers placent d'ailleurs un petit coup d'accélérateur en fin de première période pour permettre aux visiteurs d'être devant à la mi-temps 19-21 à la pause. L'entrée du gardien Gabriel Baudinier dans les buts villeneuvois change la rencontre. Le numéro 16 de l'équipe réalise une deuxième période fabuleuse et permet au LMH BCV d'attaquer un peu plus sereinement. En une mi-temps, le gardien de but villeneuvois sort tout simplement 12 arrêts, une performance majuscule pour lui. Les Villeneuvois sont plus efficaces devant en début de seconde période et reprennent l'avantage grâce au show de leur arrière Jean Dupont, 8 buts pour lui également comme Maxence Hermann. L'apport défensif du numéro 11 villeneuvois Matteo Viguier gêne les attaques rouennaises. Pourtant, le match reste accroché. Durant les 10 dernières minutes, le LMH BCV parvient à maintenir son avantage de 2 buts, mais à 3 minutes de la fin, les Verts et Noirs gâchent offensivement et voient leurs adversaires du soir recoller. À 1 minute de la fin du match, le score est de 33-33, temps mort posé par les visiteurs, qui ont d'ailleurs le ballon juste après et marquent 33-34. Il reste alors une petite poignée de secondes à jouer, et Gabriel Baudinier relance vite. L'entrant et l'ailier Liam Manzanza, le numéro 14 du LMH BCV, part seul au but, à 9 mètres, il arme son tir, mais il subit un coup au visage d'un joueur rouennais et s'effondre. Le buzz final retentit, mais tout le monde s'attend à un ultime jet de 7 mètres pour Villeneuve. Il n'en est rien, les arbitres accordent un coup franc direct à Villeneuve qui est manqué par Tierno Diallo. Le LMH BCV s'incline donc douloureusement 33-34 face à Rouen. Malgré une bonne performance plutôt globale de son équipe, le coach villeneuvois peut avoir des regrets, et c'est ce qu'il nous explique à la fin de la rencontre. Honnêtement, je pense peut-être le manque de concentration parce que ça nous a coûté cher en première mi-temps. Et il y a des ballons que nos gardiens font les arrêts et malheureusement derrière on n'est pas là pour récupérer ces balles. Et en première mi-temps, on en a quelques-unes comme ça où vraiment je mets ça sur le dos de la concentration. Et je dirais que sur ce genre de rencontre, les moindres petits détails, ça coûte cher. Et contre ce genre d'équipe surtout. De son côté, le capitaine Maxence Hermann préfère quant à lui retenir le positif de ce qu'il a vu de cette rencontre. C'est des petits détails, hein. Quand on arrive à tenir ce niveau de jeu-là, ça joue à des petits détails. Après, je pense qu'on n'a pas à rougir de notre performance. On joue contre une très belle équipe de Rouen. On arrive à élever notre niveau de jeu, à avoir un niveau de jeu qui est très bon par rapport à ce qu'on a pu produire par le passé. Donc voilà, après c'est quelques faits de jeu, quelques ballons qu'on doit tenir un peu plus et qu'on n'arrive pas à tenir. Et voilà, après c'est des petits détails et des faits de jeu qui font qu'à la fin on perd un but, mais c'est pas une défaite décevante, on va dire. C'est ce qu'il faudra au LMH-BCV, du positif en cette fin de saison. Premier non relégable mais à 2 points de la zone rouge, les Villeneuvois devront batailler jusqu'à la fin pour ne pas connaître le pire, la descente en National 2. Pour cela, Frédéric Pommelet a un conseil à donner à ses joueurs, prendre match après match, un conseil qu'ils ne pourront qu'appliquer dans 2 semaines lors de leur déplacement face à Torcy. Merci Maxime, excuse-moi pour la petite manip foirée son pour le dernier en tout cas, le LMH-BCV qu'on espère pouvoir rester en National 1, d'autant avec cette arrivée comme tu le disais de nouveaux présidents. Ça serait dommage en tout cas de voir. D'autant plus qu'on pourrait avoir un deuxième club nordiste en N1 l'année prochaine, puisque Billy Montigny est premier de National 2. Voilà, donc ça pourrait être intéressant d'avoir peut-être un petit derby avec un ancien de la maison, Camille Penin, qui est à Billy Montigny maintenant. C'est vrai, tout à fait. Allez, il reste 5 bonnes minutes. C'est ultra confortable, je dirais, pour Mathis maintenant avec les immanquables pour finir cette nouvelle émission du Campus Sport Club. On va pouvoir en profiter tous ensemble juste après ce jingle. Qui dit fin d'émission dit coup d'œil sur le planning. Sortez vos agendas pour les immanquables du Campus Sport Club. Et la première page de cet agenda, on va encore revenir sur du football avec encore de la Coupe nationale, même des Coupes nationales. Exactement. Semaine de Coupe nationale en France, Allemagne et Italie. Tout d'abord, affiche nationale avec PSG Rennes demain à 21h10 pour la deuxième demi-finale de Coupe de France, afin de savoir qui rejoindra Lyon à Pierre-Mauroy. Exactement le même schéma en Allemagne et en Italie avec les deuxièmes demi-finales qui auront lieu demain soir. À 20h45, le Bayer Leverkusen et Düsseldorf se défieront, tandis qu'à 21h, on aura le droit à un duel entre la Fiorentina et l'Atalanta. À noter tout de même qu'en Italie, les matchs de coupe se jouent en confrontation aller-retour.
La course au titre se poursuit en Première Ligue car Arsenal et Manchester City jouent également demain soir. Le club londonien reçoit Luton à 20h30 tandis que City affrontera Aston Villa à 21h15 dans un nouveau choc de PL. Liverpool jouera lui jeudi soir à 20h30 face à la Lanterne Rouge Sheffield United. Et rebelote dès samedi pour les deux premiers cités. En effet, Manchester City se déplacera à Londres pour défier Crystal Palace à 13h30 tandis qu'Arsenal ira à Brighton à 18h30. Le lendemain, pour conclure une folle semaine, les Reds de Jürgen Klopp iront rendre visite à Old Trafford pour un duel d'historique face à United, coup d'envoi prévu à 16h30. Et pour finir avec le football, la belle affiche du week-end en Ligue 1 sera à Pierre-Mauroy, une nouvelle fois le vendredi soir, une nouvelle fois à 21h. Le LOSC recevra cette fois-ci Marseille pour un duel palpitant dans la course à l'Europe face à une équipe qui doit rebondir après, on l'a dit, sa défaite dans le classique. Pour les nordistes amateurs de cyclisme, le nom de la chronique illustre parfaitement le week-end à venir avec la 121e édition de Paris-Roubaix. Cette année, le départ de la course féminine se tiendra à Denain, terre de cyclisme. La 4e édition de la course féminine accueillera 24 équipes féminines qui prendront le départ le samedi. Rendez-vous au complexe sportif Jean de Gros à 13h35 pour le départ de la course, d'une distance totale de 148,5 km avec 17 secteurs pavés, d'une distance de 29,2 km. Et côté hommes, les cyclistes vont pouvoir courir le dimanche sur un parcours de 260 km de course qui comprend 55,7 km de pavés divisés en 29 secteurs. Avec un départ sur la place du Général de Gaulle à 11h10 à Compiègne, les cyclistes partent pour une course de 260 km avec une arrivée estimée vers 17h au Vélodrome de Roubaix. Question pour vous autour de la table, est-ce que certains ont prévu d'aller faire un tour dans cette mythique course ? Bien sûr. On peut pas ne pas y aller. J'aime bien la tournure déjà, aller faire un tour. C'est-à-dire que même toi, tu t'investis, tu rentres dans la course. On veut te voir sur un vélo, s'il te plaît. Oui, peut-être pas sur un vélo, mais en tout cas, oui, bien sûr, il faut y aller. C'est vraiment la course c'est une des plus belles courses au monde. Paris-Roubaix, on parlait des Flandres, du Ronde week-end dernier. Là, Paris-Roubaix, c'est une des plus belles courses au monde. Et puis, il y a quand même des beaux coureurs à l'arrivée. Enfin, au départ, on va avoir Mathieu Van Der Poel qui voudra aller chercher le doublé. Back to back. Voilà, c'est ça. Bon, malheureusement, on n'aura pas Van Aert, mais quand même, il y a des très beaux noms. On a Petersen, on a quand même, c'est une course en plus où il y a de l'incertitude, avec les pavés, etc. On n'est pas à l'abri que Van Der Poel tombe ou fasse une crevaison, etc. Et ça relance tout à fait la course. Ouais, et en plus, en parlant de pavés, ils comptent mettre en place des chicanes lors de l'entrée de la trouée d'Arenberg, en fait, pour limiter les chutes et les ralentissements. Voilà, petite info que je lise comme ça pour les connaisseurs, les cyclistes. Parfait, merci Gaëtan. Désormais, côté basket, demain soir a lieu un potentiel grand moment du basket français. Adrien en a parlé. Bourg-en-Bresse, Beşiktaş, acte 3 à 19h30 en demi de l'Eurocup, la deuxième compétition européenne de basketball. C'est le premier à 2 victoires. Il y a pour l'instant un partout dans la série. On est donc sur un win or go home. Si qualification burgienne il y a, la finale serait franco-française. On l'a déjà dit avec un duel face à l'équipe très en forme du moment, le Paris Basketball. En Euroleague, la première compétition européenne cette fois-ci. Nous arrivons à l'avant-dernière journée de saison régulière. Monaco reçoit Kaunas à 19h ce jeudi dans l'optique de conserver sa place dans le top 4. Avant-dernier, l'Asvel ira de son côté à Valence pour un coup d'envoi à 20h45. En handball, le PSG reçoit Plock après-demain à 20h45 en match retour des 8e de finale de Ligue des Champions. Pour info, les Parisiens s'étaient imposés 26-30 lors de la première manche. Et l'autre club français, Montpellier, reçoit Zagreb demain soir à 20h45 après un match nul inaugural. Pour du rugby, un très joli duel franco-français aura lieu dimanche à 16h en 8e de finale de Champions Cup avec l'affrontement entre Toulouse et le Racing 92, respectivement classés 2e et 3e à l'heure actuelle en top 14. Et pour conclure, une touche de F1 car c'est le week-end du Grand Prix du Japon. Rendez-vous samedi à 8h pour les qualifications et dimanche à 7h pour la course afin de savoir qui succédera à Max Verstappen. L'inévitable Max Verstappen. Merci Mathis de finir en beauté avec les immanquables. Merci Gaëtan, Eva et Maxime bien évidemment pour vos différentes chroniques. Merci. Cette émission du Campus Sport Club touche à sa fin. Nous revenons bien sûr dès la semaine prochaine 23h sur Radio Campus Lille 106,6 FM. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et à très vite. Bye bye tout le monde.